Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans le plat. Je suis toujours accompagné de Philippe. Philippe, comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va bien, Lucas, et toi ? Eh ben écoute, ça va, il fait très chaud. Ouais. Actuellement dans le studio, on a passé la barre des 28 degrés, donc oui. En plus, on peut pas mettre de ventilateur parce qu'on enregistre, donc c'est un peu la hesse, mais sinon ça va. Oui, c'est vrai qu'il fait mal chaud. On va pas se plaindre, on est là, et puis surtout on est ensemble pour parler des épices. Des épices. Aujourd'hui, ouais. Le sujet principal aujourd'hui, c'est les épices. Donc on va démarrer tout de suite. Vous voulez manger avec nous ? Allez, viens, je vais te faire goûter un truc. Devine quoi ? Maintenant, je veux une pâtisserie. Oui, j'ai envie de me farcir un gâteau débile. Ah bah ça tombe bien, j'aime pas les huîtres. Alors, je te propose de te lire déjà la description de Wikipédia et de me faire ton retour. Je sais que tu es un fervent utilisateur de Wikipédia qui est extrêmement précis sur ces infos. Donc, nous avons une épice est une matière organique d'origine végétale, odorante ou piquante. Elle est principalement utilisée en petite quantité en cuisine comme conservateur, assaisonnement ou colorant, mais aussi en médecine, en teinturerie ou en distillerie. La notion d'épice se confond partiellement avec celle d'aromate et dans une moindre mesure de condiment. Une parfaite transition pour ce premier sujet. Les gens, ils ont tendance à pas faire trop la différence entre une épice et un assemblage d'épices, ou typiquement ce qui est l'aromate, tu vois. L'aromate le plus connu en Suisse, s'il te plaît. Bah, l'aromate, c'est le Maggi, là. Ouais, le Maggi. C'est ça, la poudre jaune. Hein. Alors, attention. Attention. Le Maggi, c'est le liquide, là. C'est pardon. le liquide brun. Ouais, c'est juste. Mais est-ce que ça, justement, on peut parler d'épices ? Est-ce qu'on peut parler de condiments ? Non, c'est un condiment. Un condiment, c'est quoi ? C'est en général une saumure, une marinade qui a été épicée, bien sûr, pour donner du goût. Mais il y a beaucoup d'éléments. Il y a surtout des éléments gras et des éléments liquides. Okay. Pour amener déjà le gras conserve ces arômes volatiles qui sont les arômes, les molécules aromatiques qui se conservent très bien dans le gras. C'est pour ça que la viande de porc a plus de goût que la viande de poulet, par exemple. Et puis l'humidité pour transmettre. Donc ouais. Ok. Et du coup, là, quand on parle de l'aromate, la fameuse poudre jaune suisse, pas du tout importée, du coup, qu'est-ce que c'est en fait l'aromate ? Qu'est-ce qu'on a dedans, tu sais ? À l'origine, c'est de la livèche. Ouais. Ça ressemble un peu au persil, d'ailleurs, des grandes feuilles comme ça. Puis, ça a été utilisé, séché. Il y a eu du sel dedans. On a rajouté plein de choses. Bien évidemment, on n'a pas la recette puisque c'est secret. Ah, c'est secret. Mais voilà, à l'origine, ça a été quand même mis en place par un monsieur qui s'appelait Julius Maggi au 19e siècle. Et ça a découlé beaucoup de choses insoupçonnables, comme les soupes en poudre. C'est grâce au Maggi, d'ailleurs, que ça a été créé. Et voilà, on en apprend tous les jours. Tu vois la petite histoire ? Oui. Parce que Julius Maggi, en fait, avait ses usines où il fabriquait sa poudre jaune là, pour aromatiser les plats, pour donner du goût au plat. Et puis, il s'est rendu compte que ses ouvrières perdaient beaucoup de temps pour aller faire à manger à la maison. Et il s'est dit, mais pourquoi pas faire des soupes en poudre ? Et après, ça a eu du succès. Et c'est comme ça que c'est parti. Ok. Révolution industrielle, 19e. Incroyable. Ah bah tu m'étonnes. Ah, il a fait son franc là-dessus. Il a fait son petit billet, j'ai envie de dire. C'est ça. Même deux, je crois. Est-ce qu'on peut dire, pour reprendre des termes jeunes, on dit souvent mettre la daronne à l'abri. Est-ce que tu penses que c'est le cas ? C'est-à-dire mettre sa maman à l'abri du besoin, tu vois. Quand tu dis du fric ? Quand on dit, faire assez de fric, mettre sa daronne à l'abri, on dit. Ouais, je sais pas ce qu'on entend par daronne. Peut-être sa femme ou sa nana. Mais... sa daronne, c'est sa maman. Sa maman, ouais, non, j'imagine. Les gamins appellent le daron, donc j'imagine que je suis pas leur frangin. Mais oui, certainement qu'il y a une histoire de mettre un petit pécule de côté. Puis je crois que c'est nécessaire. Surtout dans les temps dans lesquels on vit. De nos jours, c'est clair. On a aussi le curry, aussi, qui est en fait un assemblage et non pas une épice comme les gens ont tendance à le croire. On a 10 éléments dans le mix. Nous avons du gingembre, de la coriandre, de la cardamome, du clou de girofle, du fenugrec. Qu'est-ce que le fenugrec ? Le fenugrec, c'est une petite graine comme ça, assez sympathique comme ça, qui a une forme, on dirait une cacahuète, mais super miniature. C'est assez rigolo comme truc. Ouais. Ok. Mais c'est surtout très aromatisé. Ah, ouais, bah oui, ok, j'imagine. Et ça a l'odeur du fenugrec. Du fenugrec, qui est une petite cacahuète. Ok, voilà. Je captais. La graine de moutarde, l'anis, le fenouil, l'ail et surtout le curcuma. Alors, curcuma, on en reparlera bien tout à l'heure. T'inquiète, j'ai des choses à dire sur le curcuma, on n'est pas copains. Bon. Mais tu sais, je voudrais juste relever par rapport au curry, quand même, c'est quand même, pour moi... Alors, je m'excuse, mais tu l'as fait exprès ? De quoi ? J'aimerais relever par rapport au curry. Non.
Ah oui, mais je voudrais relever un point très important avec le curry, c'est que c'est une recette magique. J'enseignais avant, et puis j'enseigne encore de nos jours, comment faire son curry à soi. Et c'est fou parce que avec exactement la même recette, Lucas, tu peux avoir des résultats à chaque fois différents. C'est-à-dire que si nous, maintenant, on applique la même recette, on aura 2 résultats différents. Je m'explique. Tu ne travailles pas en grammes, mais tu travailles en mesure. Et inconsciemment, ton émotionnel fait en sorte que si, par exemple, je dis n'importe quoi, prenons l'exemple du fenugrec, qui est une des composantes du curry. Si je dis maintenant, on va mettre 2 doses de fenugrec, mais que toi, tu n'aimes pas le curry, ton subconscient, ton émotionnel, va faire 2 petites doses de fenugrec. Alors que moi, si, par exemple, j'aime le fenugrec, je vais mettre 2 bonnes doses. Ça veut dire qu'avec la même recette, tu peux avoir des résultats, mais vraiment diamétralement opposés. C'est assez intéressant. Et j'imagine que au Moyen-Orient, en Asie, où le curry est vraiment développé à un stade artisanal absolument fou, où t'en trouves de toutes sortes, chacun a sa petite recette au final de curry qui fait plaisir à toute la famille, quoi. Donc, en Inde, chacun a sa famille, a son propre curry familial. Mais ce curry, il est tellement international, on peut le décliner en tellement de variétés. Le rice à la note, qui est un peu le curry maghrébin, en fait, rice à la note, ça veut dire la pointe de l'épicerie. Hein, c'est-à-dire le patron de l'épicerie, rice, c'est on voit, tu sais, dans les épiceries au Maroc, tu as souvent les comment dirais-je, comme des pyramides, en fait. Des tas. C'est le rice à la note. C'est vraiment le truc typique de là-bas. Ben, c'est un peu les mêmes composantes, mais c'est encore un peu différent. Ben, chaque famille, là-bas, a sa propre recette. Ça fait partie de l'ADN et de la tradition et de ce 6e sens que j'aime à chaque fois vous resservir à toutes les sauces. Mm-hmm. Ok. Dont à la sauce curry. Alors, tu sauras que c'est pas un cliché du tout, mais en Inde, au McDonald's, la sauce spéciale, c'est la sauce curry. Ouais, bah oui. Ce qui n'est pas si spécial que ça. Ça s'appelle l'intégration. Parlez-nous un peu de manière générale des épices, de la découverte, comment on est arrivé à ça maintenant à notre petit shopping qu'on fait au rayon épicerie à la Coop ou à la Migros. Comment on est arrivé de là, comment ça a voyagé de ça à ça? Alors, ça a voyagé sur une route incroyable qui s'appelle la route des épices et la route de la soie. Mm-hmm. Et il faut savoir qu'il y avait une culture gastronomique chinoise très, très asiatique, très, très forte, très, très raffinée à une époque où nous, on marchait encore avec des pieds nus puis avec des peaux de bête sur le dos. Et il y avait cette route de la soie et la route des épices qui commerçaient à l'origine entre la Chine et l'Inde, où on se troquait des soies asiatiques, chinoises très très belles, contre des épices très parfumées. Et c'est comme ça qu'on se transmettait le savoir culinaire. Mais au début, ça a commencé par ça. Après, il faut quand même comprendre que ces épices ont la particularité d'être très parfumées, très aromatiques, très goûteuses. Hein. Mm-hmm. Et donc, on prit très rapidement une dimension spirituelle, presque divine. C'est-à-dire, c'était un moyen de s'approcher des dieux et de rentrer en communication avec eux, et pourquoi pas même se substituer aux dieux. Et du coup, on en est arrivé à des extrémités que ce safran, ce curry, ce cardamome, ce clou de girofle, la cannelle, enfin, il y a des noix muscade, le massis, on en reparlera peut-être. Toutes ces épices ont pris cette dimension absolument incroyable et très, très symbolique. Rappelons-le quand même qu'au Moyen-Âge, sous nos latitudes, les épices avaient même une fonction de protéger du mauvais sort. Elles avaient 3 fonctions à l'origine. Hein. Elles avaient une fonction d'argent, monétaire. Hein. D'ailleurs, c'est de là d'où vient l'expression payer en espices. Et il y a la deuxième fonction. T'as vu? On a placé ça au calme. T'as vu? C'est pas les majorettes et la fanfare derrière. Deuxième fonction, c'était de cacher un peu ces mauvaises odeurs corporelles, parce qu'on les portait sur soi. Et puis la troisième fonction, c'était de se protéger du mauvais sort. C'est-à-dire qu'il y avait on dit que le diable mangeait des plats sans sel. Là aussi, on pourrait faire une fois un podcast rien que sur le sel, parce que c'est un truc incroyable. Mm-hmm. Et de ce fait, ça permettait d'éloigner les démons. Ok. Donc il y avait vraiment cette dimension très très forte. Mais tu avais quand même une utilisation culinaire quand même, parce que dans les 3 que tu as dit... médicinale. Ouais. C'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, on a divisé la santé humaine en 4 humeurs différentes. Okay. Le chaud, le froid, l'humide et le sec. C'est-à-dire qu'en fonction de son humeur, on peut dire lui, il est plutôt dans une humeur un peu chaude, en éviter les épices. Par contre, quelqu'un qui était un peu dans le froid, lui, on lui en mettait un petit peu, histoire un peu de le revigorer. Okay. Voilà, donc il y a toute cette dimension médicinale qui permet et d'ailleurs, la médecine moderne s'est inspirée de ça, mais je pense qu'on va y revenir.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Quand on parle des épices, on est principalement en Asie, on est principalement au Moyen-Orient et tout. Est-ce qu'on a des épices qui viennent d'ailleurs, en fait, qui nous viennent, je sais pas moi, des États-Unis, du Canada, des trucs qu'on a découverts là-bas, peut-être qu'il n'y avait pas encore à l'origine? Pour être très honnête avec toi, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des herbes, oui, des herbes qui ont souvent d'ailleurs été des herbes aromatiques. Il faut différencier les herbes aromatiques des herbes fraîches. Les herbes fraîches, c'est le persil, ça va être le basilic, ce genre de choses où il y a une énorme symbolique aussi autour de ça. Et il y a les herbes aromatiques, on peut les distinguer comme le thym, le romarin, la sauge, toutes ces épices-là, qui elles ont une dimension vraiment presque comme des épices. Donc effectivement, quand il y a eu la découverte des Amériques à la Renaissance, il y a eu aussi des nouvelles herbes comme ça qui sont apparues. Ok. Et en Suisse, on produit quelques épices, il me semble, non? On a... Et oui, il y en a une qui se produit depuis très très longtemps, qui est le safran. On a tendance à oublier ça aussi, qu'on a une culture gastronomique en Suisse, et c'est pourquoi je me bats tous les jours en remettant un peu faisant de la suissitude peut-être parfois à outrance, mais on est un peu trop modeste dans notre histoire gastronomique. On a tendance à oublier que nous, on n'était pas plus bêtes qu'ailleurs, on n'était pas plus cons qu'ailleurs. On faisait aussi les choses comme les autres le faisaient, comme les autres faisaient ce qu'on faisait. Enfin, je veux dire, tout ça, c'était similaire. Les frontières n'étaient pas les mêmes. Et nous, en plus, on a eu un énorme avantage dans l'histoire gastronomique et surtout au niveau des épices. Ça a été ce duché de Savoie qui était très, très proche. Il faut imaginer que les frontières ne sont pas du tout les mêmes au Moyen-Âge qu'elles le sont maintenant. Donc, il y avait, chaque fois qu'on traversait une frontière, chaque fois qu'on traversait des remparts, chaque fois qu'on passait un pont, chaque fois qu'on arrivait dans une principauté, un comté, un duché, peu importe, il fallait payer des taxes. Et c'est comme ça que, par exemple, le coriandre coûtait 400 fois son prix d'origine au Portugal, au Moyen-Âge. Tu te rends compte? À l'époque du Moyen-Âge, on pouvait payer un demi-bœuf avec une petite poignée de coriandre. De clou de girofle, pardon. Mais tu te rends compte, pour dire l'importance monétaire de ces choses-là. Grâce au duché de Savoie, on a une sorte de duty-free, tu sais, comme on a dans les aéroports, gigantesque, déjà depuis le Moyen-Âge. Le duché de Savoie, c'était pas 2 départements français qu'on a maintenant. Le duché de Savoie, c'était un énorme duché qui partait de la Sicile jusqu'à Bâle. Donc, ça veut dire qu'une fois que ces épices étaient rentrées dans le duché, elles étaient libres de traverser, de voyager, d'être monnayées, d'être échangées, sans avoir forcément des plus-values à chaque fois exorbitantes. Et ça, c'est très, très important parce que si on parle de la Sicile, c'est la Méditerranée. Méditerranée, c'est les routes maritimes. Et là, on commerce avec les pays arabes, on en reparlera certainement, avec le Liban, avec Byblos, Baalbek, tout ça. Mais on fait du commerce aussi avec Venise, avec Florence, avec Gênes, avec toutes ces villes-là qui sont très, très importantes et qui vont permettre de faire entrer comme ça ces épices très rapidement dans la gastronomie suisse, parce que le duché de Savoie venait jusqu'à Bâle, mais il s'arrêtait aussi au bord du lac Léman. Et de l'autre côté du lac Léman, il y avait une ville qui était très développée déjà à l'époque, qui s'appelait Vevey, avec un marché très, très grand. Hein. La place du marché à Vevey, elle est absolument hallucinante pour la taille de la ville. Pourquoi? Parce que c'était un marché extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire qu'il était bien situé parce que juste au-dessus, il y avait la Veuvez. La Veuvez, c'est cette sorte de vallée comme ça qui arrivait de Fribourg. Et il y avait tous ces armaillis fribourgeois qui venaient à la fin de l'été vendre leur gruyère au duché de Savoie et puis qui remportaient en contrepartie des épices et qui pouvaient ramener dans le canton de Fribourg. Tiens, d'ailleurs, c'est étrange. Il n'y a pas beaucoup d'épices dans la cuchole au safran et dans la moutarde de Bénichon. Ah, tu vois, ça vient de là. Tout est connecté au final. Tout est connecté, mais bien sûr. Mais on a fait comme une sorte de format de ces 2 points à notre mémoire collective. Et maintenant, on est tout sur Internet, Wikipédia, ChatGPT, je sais pas quoi, tous ces machins-là. Et on a tendance à croire que tout est nouveau. Non, tout est ancien. Il faut pas oublier que tout ce qu'on vit actuellement, en tout cas pour la plus grande partie, est construit sur notre propre histoire. Et ça, il ne faut pas le renier, quoi. C'est très, très important. Il ne faut pas le renier, puis il faut en faire un apprentissage, j'ai envie de dire. Justement, c'est le savoir. D'ailleurs, je te pose une question, parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, mais tu parles du duché de Savoie, mais c'est quoi un duché ? Duché, c'est une région, c'est une province où à sa tête, il n'y a pas un prince, il n'y a pas un comte ou un marquis, mais il va y avoir un duc. Un duc, c'est quelqu'un quand même très, très élevé, c'est en dessous des princes. Hein. Et voilà, c'est une entité indépendante, politique, géographique, commerciale, et qui se développe. Et le duché de Savoie, je te le dis, allait de l'Italie à la France. Hein. Les Alpes étaient savoyardes, jamais été françaises. C'est très récent, c'est 19e siècle. Ok. Tu te rends compte, pour aller skier, on aurait été embêtés.
On aurait dû rendre des comptes, c'est sûr. Alors, on va skier dans le duché de Savoie aujourd'hui. C'est un peu ça. Revenons rapidement sur le safran. Du coup, on a commencé à en cultiver. Je sais pas si tu sais en quelle année on a commencé à cultiver ça en Suisse. Mais on en trouve des traces dès le Moyen-Âge. À Mount, c'est dans le Haut-Valais. Ils ont même un musée. On avait fait une émission là-dessus avec Duge. Et c'est incroyable, cette culture, ce savoir-faire et cette béatitude qu'on a devant cette épice qui est quand même dingue. T'imagines qu'il y a 4 pistils de safran dans la fleur de crocus. Ouais. Et il faut vraiment, c'est à la pince à épiler, c'est un truc de dingue. Mais en même temps, avec le safran, tu as un arôme incroyable et puis tu as une couleur incroyable. Donc on s'en servait même dans la teinture pour les habits, quoi. Et il n'y en avait pas qu'à Mount, il y en avait aussi dans le Jura. Et il y en avait aussi sur la côte, entre Rolle et Genève. Donc, c'est quelque chose de très, très précieux quand même. Il y a des conditions spécifiques pour faire pousser une fleur comme le crocus. Alors là, on sort de mes compétences. Moi, je ne suis pas du tout dans la botanique. Dis-moi ce qu'il faut faire. Et on reprend notre correspondant tout de suite au Centre de botanique de Genève. C'est un peu ça. Ouais. Bah, écoute, à l'occasion, ce serait bien bien sûr. peut-être qu'on invite une botaniste. Voilà. ou un botaniste. Je sais qu'on est à l'époque MeToo, mais quand même. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs pourquoi le safran est si cher? Tu l'as mentionné juste avant, c'est que au final, on n'a que 4 pistils par fleur qui se prennent à la main uniquement. Il y a encore 0 machines qui sont capables de faire ça. Non. Et ce qui impacte du coup grandement le prix du safran en lui-même, quoi. Le prix est la référence. Je crois que le safran est quasiment au prix de l'or au kilo. C'est juste incroyable. Donc, si vous achetez du safran très bon marché, méfiez-vous. Moi, je me rappelle, j'étais à Katmandou, au Népal, une fois, et puis sur les marchés, il y avait du safran pour touristes, quoi. Et puis le gars en vendait vraiment très, très bon marché. Je savais clairement que j'allais me faire arnaquer, mais je voulais savoir de quoi il s'agissait réellement. Et en fait, je l'ai ramené en Suisse, et puis on l'a regardé, on l'a analysé. C'était des petits copeaux de bois, en fait. Des petites écorces de bois trempées dans le curcuma. Donc, rien à voir avec le safran. Ok. Ouais, mais tu t'en serais déjà douté, je pense, à l'utilisation, non? Même à l'odeur. Tu vois, du safran, il faut en mettre très très peu, quelques pistils par personne. C'est vraiment quelque chose de très très subtil en termes d'arôme. Donc il faut vraiment en utiliser peu. Ça tombe bien, c'est très cher. Ouais, parce qu'en plus, la plupart des gens voient le safran sous sa forme en poudre. Donc ils vont pas capter forcément que les filaments rouges sont le vrai safran. Mais ouais, j'imagine que c'est la contrefaçon, elle se fait aussi dans le monde culinaire. C'est ça que les gens peut-être ne savent pas. Hein. Complètement. Là où t'achètes des fausses sacoches Louis Vuitton, il y a aussi du faux safran qui se deal, quoi. C'est juste impressionnant. Il y a, je sais pas si on peut la considérer comme épice, mais une autre épice chère qui me vient en tête, c'est la vanille. Est-ce qu'on peut parler d'une épice en parlant de vanille? C'est une épice, ouais. C'est une épice qui a des valeurs aromatiques juste incroyables, des valeurs symboliques aussi. C'est quand même un truc de dingue, cette vanille, de savoir que ça pousse que sous une certaine latitude. Alors clairement, nous, on n'en a pas en Suisse. Et puis, il y a une mouche spéciale. C'est vraiment qu'une espèce de mouche qui pouvait, parce qu'elle a disparu, qui pouvait polliniser la fleur de vanille pour en faire la gousse, quoi. C'est juste dingue, quoi. Quand on y pense, on galvaude un peu tout ça. Quand on voit une gousse de vanille, maintenant, on ne se rend pas compte. On met ça à départ et tout, mais il y a tout un truc là derrière, toute une symbolique, il y a tout un cheminement, il y a tout un savoir-faire et un respect du produit. Et ça, je pense que, tu vois, je reprends à nouveau mon bâton de pèlerin. Je pense qu'on a un gros travail au niveau de l'éducation du goût à faire. Parce que moi, je parle comme un vieux schnock en disant oui, on galvaude tout ça, mais c'est normal. Moi, en même temps, les jeunes générations qui n'ont aucun intérêt pour ce genre de choses, moi, je les comprends. On leur a jamais appris, on leur a jamais raconté la valeur d'une chose. Mais le jour où on t'explique que cette chose-là a de la valeur, peut-être que les gens y feront attention. D'ailleurs, on le voit avec les jeunes générations. On leur a tous dit qu'un téléphone portable, ça coûte cher. On voit comme ils en prennent soin, quoi. Bah ouais. Voilà. Ah ouais. On préfère pas manger, mais avoir le dernier téléphone portable. Une leçon. Ça y est, on met les pieds dans le plat. C'est ça, on met les pieds dans le plat un petit peu. Ouais. Non, mais clairement, je pense que justement, on parlait avant d'apprentissage. Ça passe par ça, tout simplement. Hein. C'est sensibiliser un peu aussi les jeunes à ce qu'ils ont dans leur assiette. Les éduquer. C'est le principal, les éduquer. Ouais. Les éduquer, leur expliquer que manger mal, manger pas cher, ça coûte plus cher en fait.
C'est complètement paradoxal ce que je dis, mais manger de la nourriture qu'on pourrait qualifier de M, de marchandise, on est bien d'accord. C'est une marchandise qui peut-être est moins chère, quoique, parce qu'elle est gavée de certaines choses. Elle est trafiquée, j'ai envie de dire. Mais surtout, c'est une marchandise et c'est une alimentation qui va nous coûter cher au niveau de la santé. On le voit déjà à l'heure actuelle. On a une explosion de l'obésité, des diabètes de type 2, des maladies cardiovasculaires et Dieu sait quoi encore. Et on oublie que on se soigne par son alimentation. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Confucius dans l'Antiquité. Donc j'ai rien inventé. Hein. C'est pas moi. C'est pas moi, mais j'ai rien dit. C'est tout Confucius. Démerdez-vous avec. Parce qu'on refera un épisode, je pense, sur l'alimentation au sens général et qu'est-ce qu'on peut améliorer. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir un épisode là-dessus. Mais sur un autre sujet d'ailleurs. Ou sur un autre sujet d'ailleurs, tout à fait. Bien dit, bien dit. Fromage, tout, charcuterie, tellement de sujets. C'est tellement l'oseille. Oui. L'herbe. L'herbe, hein, attention. Oui, chez Trois Gros à Rouen, il connaît bien, avec le saumon. Mais pour en revenir aux épices, toi, tu as eu la chance de beaucoup voyager, entre autres à Madagascar, où j'imagine que l'épice, c'est une religion là-bas. Ça fait partie de la vie courante, en fait. On vit avec les épices, mais partout, dans tous les pays où j'ai voyagé, même au Népal, même si j'avais acheté cette épice un peu trafiquée, mais au Népal aussi, ils ont cette science et cette vénération des épices. Au Cambodge aussi, j'ai vu ça. En Éthiopie, j'ai vu ça partout, en fait. Je crois que tous les pays qui ont une culture d'épices, au niveau des épices, ils ont ça dans leur ADN. C'est juste nous qui avons changé trop, à mon avis, peut-être pas trop, mais ils ont beaucoup de choses en ces 100 dernières années. On a subi beaucoup plus de modifications ces 100 dernières années dans notre alimentation que depuis 3 à 4 000 ans. Donc il faut juste se dire, attention, doucement, là. On mange des trucs pour lesquels on ne sait pas si on arrivera à les digérer. C'est quand même hallucinant, alors qu'on est dans un monde moderne. Alors oui, c'est bien d'arrêter de fumer, c'est bien de pas trop picoler, mais ce serait bien de bien manger aussi, je comprends pas, quoi. Et j'ai l'impression que cette culture de l'épice et de son utilisation, elle est quand même moins importante ici en Suisse. Quand je vais cuisiner chez des gens où ils sont moins sensibles en fait à ça. Ils ont toujours les classiques, paprika, curry, cannelle. Les petites boîtes métalliques. Là, déjà c'est un signe. Il faut déjà vous dire, il y a un petit souci peut-être. Quand le gars, vous lui parlez d'une épice et puis qu'il a son petit œil qui brille, il dit « Oui, attends, je reviens, je vais à la cave. » Et qu'il revient avec une boîte à biscuits et puis dedans, il y a un petit sac tout tordu dans lequel il y a quelque chose dedans. Là, moi en général, je me dis « Attends, là, il va y avoir une belle surprise, je sens. » Non, mais c'est vrai, moi j'ai appris à tout ça au Cambodge ils ont des poivres incroyables. Je fais un saucisson, tu le sais, avec du poivre de Kampot, mais c'est pas parce que je voulais, c'est juste parce qu'il était bon. Croquer un poivre de Kampot dans la bouche, ces poivres noirs qu'on mange ici, qui sont pas forcément des poivres très intéressants, plein de poussière d'ailleurs, ils t'emportent la bouche, ils te brûlent l'esprit, t'as un palais qui est rôti pour le reste du repas. Tu croques dans un poivre de Kampot, mais tu sens tellement de choses. Tu sens du clou de girofle, tu sens de la cardamome, tu sens des trucs complètement dingues. Et en parlant de cardamome, ça aussi, c'est une épice incroyable. C'est une épice qui est magique pour moi. La cardamome. Ah, mais vraiment, on connaît tous ces graines de cardamome, là, mais il ne faut pas prendre des graines noires, il faut prendre la graine de cardamome. Tu fais chauffer un peu d'huile, de l'huile extra vierge. Ça ne sert à rien de la faire chauffer trop parce qu'elle brûle. Tu mets dedans tes graines de cardamome, tu les laisses bien torréfier. Et tout à coup, ça se met à péter comme du popcorn. Là, tu prends un pilon et puis tu les écrases. Et tu as toutes ces petites graines noires qui sortent. Une fois qu'elles sont sorties, tu rajoutes dedans 100 grammes de riz basmati, du sel. Tu fais nacrer ton riz jusqu'à ce que ton riz prenne une couleur comme le nacre, en fait. Tu rajoutes un déci et demi d'eau, juste ça, et tu donnes une grosse ébullition. Quand il y a l'ébullition, tu mets un couvercle et tu laisses cuire au minimum. Tu touches plus à ton riz, tu ouvres plus rien du tout. Et là, au bout d'un moment, tu vois, ton riz va être pas en paquet, mais il va être assez compact. Avec une fourchette, tu l'aères, comme on dit. Et là, tu as le meilleur riz du monde. Et puis, parfumé à la cardamome. Mais c'est un voyage que je vous propose. Moi, je suis assez étonné. Parce que la cardamome, je l'aurais plutôt vu en utilisation dans des tisanes ou dans des thés, typiquement, tu vois. Non. Une utilisation comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. En Inde, ils font torréfier les épices. Et ça aussi, c'est une autre difficulté de la cuisine avec les épices. Parce que les gens, ils mettent des épices. Déjà, ils en mettent trop.
C'est-à-dire que le trop, c'est l'ennemi du bien, hein, clairement. Et puis, ils les font trop cuire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, leurs épices, elles brûlent. Il y a toute une différence entre brûler une épice, ce qui peut arriver très facile, et une autre opération qui est beaucoup plus délicate, c'est-à-dire de torréfier, c'est-à-dire de faire chauffer pour dégager tous les sens. Si vous observez bien les Indiens sont pour moi une des plus belles nations au monde en termes de raffinement culinaire. Ces chefs indiens, tu sais que ces chefs indiens ont leur propre culture d'épices. Si tu vas en Inde, tu vas voir ces gars-là, ils ont leur propre champ, ou alors ils ont leur propre fournisseur pour lesquels ils veulent l'exclusivité, parce que c'est une religion, comme tu disais avant, et eux, jamais ils font brûler leurs épices, mais ils les torréfient, ils font sortir tous les arômes, c'est un truc de dingue, vraiment. Et là, vous voyagez à pas cher, et c'est très bon pour l'empreinte carbone. Ah bah, écoute, oui, on est plein d'astuces dans ce podcast, hein, de toute façon. On a parlé vaguement avant de leur utilisation au sens large des applications de l'épice, mais tu parlais entre autres dans la teinture, on a vu ça, mais dans la distillerie, les parfums. Ah ouais, bien sûr, les distilleries, l'alcool même. Oui, alors aussi l'alcool et puis la médecine. Et puis la médecine. Depuis le Moyen-Âge. Mais le problème, c'est qu'à la révolution industrielle au 19e, la médecine est devenue chimique, moléculaire. Oh, tellement génial. Mais on a oublié que tout ça, déjà, s'est construit sur un savoir ancestral. C'est pas venu comme ça. Hein. Ils ne sont pas tombés dans la potion magique, les gars. Ils se sont inspirés de ce qui se faisait avant. Et surtout, c'était des molécules naturelles. Maintenant, on travaille beaucoup avec des molécules de synthèse. Alors, on me dit, ouais, mais tu vas me dire, c'est la médecine. Non, c'est pas que la médecine. Maintenant, si tu regardes au niveau du pain, maintenant, le pain, ça aussi, on pourrait faire une fois un podcast là-dessus, parce que le pain, c'est l'aliment, pour moi, le plus sacré de l'histoire de l'humanité. C'est un truc de dingue, le pain. Et le pain, maintenant, généralement, est fait avec des céréales, avec du gluten synthétisé. Tout ça parce qu'il faut produire plus, parce qu'il faut du gluten, parce que les gens veulent un pain avec une croûte bien croustillante et une mie vaporeuse. Le pain, c'est pas ça. Ça, c'est une préparation chimique faite industriellement. C'est juste ça, un pain, mais on va pas faire le débat maintenant, mais c'est un truc de dingue. Et on peut mettre des épices dans le pain, pas trop. Parce que alors là, pour le coup, tu vas torréfier, là, tu mets une pincée de cardamome là-dedans, ou même un clou de girofle, mais tu vas avoir un pain extrêmement parfumé. Cuchol, sinon. Et sinon, il y a encore un truc, on parlait de la médecine, un exemple concret. Est-ce que quand tu vas chez le dentiste, ça sent pas une épice particulière? Là, tu me poses une colle. La prochaine fois, tu penseras à moi, vous penserez à moi, c'est le clou de girofle. Ok. Et moi, je me rappelle quand j'étais apprenti de cuisine, je travaillais comme un bourrin. Je travaillais en Allemagne dans un restaurant, je faisais des journées de 21 heures. Ah. Tu vois, donc tu as juste le droit d'aller faire popo et d'aller manger une assiette dans la journée. Okay. Et quand on avait des rages de dents, alors, hors de question bien sûr d'aller chez le dentiste, alors n'oublie même de prendre congé ou quoi, mais on se mettait un clou de girofle entre les dents. On ne pouvait plus parler, ce qui était très bien pour les collègues, alors ils avaient la paix avec moi pendant un moment. On se mettait un clou de girofle. Fais l'expérience, tu verras, c'est des trucs qu'on avait... Mais tu sais que ça, pour le coup, ça me parle. Mais bien sûr. Ça me parle. Je pense que ma grand-mère ou ma maman... Elle a dû me faire appliquer du clou de girofle, ça me parle. Sur la dent. Hein. Ouais. Et pourquoi on plante les clous de girofle dans les mandarines à une certaine époque? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je pense, moi, que ça, c'était pour faire des vins chauds. Comme ça. On est à la période de Noël. Ouais. Noël, il fallait faire des cadeaux prestigieux. Et faire des cadeaux prestigieux, c'était offrir une orange. Alors moi, j'ai pas connu ça quand même, mais ma mère me disait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour Noël, ils recevaient une orange, t'imagines? Et piquer l'orange avec peut-être des clous de girofle, peut-être lui donner encore une dimension symbolique encore plus forte. Un peu plus forte, ouais. C'est fou. Ouais, c'est aussi ça, les épices au final, c'est de la symbolique. Hein. C'est beaucoup de la symbolique et puis de la symbolique émotionnelle. Parce qu'on a tous son épice. Alors, je sais pas si toi, tu as ton épice. Moi, j'ai mis très longtemps à découvrir laquelle était mon épice. Okay. Maintenant, je sais. Voilà. Et ça veut pas dire que c'est la meilleure. Parce que peut-être, toi, ça va pas du tout te correspondre. Moi, c'est le cumin oriental. Moi, je sais que ça, c'est mon épice. Okay. Ça, je suis addict à cette épice. Okay. Et je suis addict en petite dose parce que c'est toujours en dose homéopathique qu'il faut utiliser les épices. Mais on a son propre ADN au niveau des épices. On a sa propre sensibilité, émotion qui reste fidèle à ce ressenti. Vraiment, c'est incroyable. Ça passe pas, quoi. Moi, je pense que si je devais sélectionner une épice, je pense que je partirais sur de la cannelle. J'aime beaucoup la cannelle. Je suis un grand fan. Puis il y a de grosses vertus aussi, entre autres dans la perte de poids.
pour la cannelle. Okay. Ouais. Donc ouais, si je devais en choisir une, ce serait ça, je pense, sans hésiter. Mais ouais, encore une fois, c'est une question de rapport à la chose. La coriandre, par exemple. Hein, non, c'était pas le... Bon, c'était pas la coriandre, c'était les clous de girofle pour le coup. Mais bref, la coriandre, bien sûr, c'est une herbe à la base, mais qui se fait aussi en épices. Ouais, les graines en poudre. Et en fait, tu vois tout de suite, les gens, c'est rédhibitoire, quoi. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Chacun a sa petite recette, a son petit truc, mais ouais, ça, c'est un sujet qui est assez fou, quoi, qui est assez vaste. Les épices en médecine, est-ce que toi aussi t'as d'autres recettes de grand-mère un peu d'épices qu'on utilise pour ça ou pour ci ou pour Non, je sais que les herbes aromatiques, ouais, comme la sauge par exemple. La sauge a des vertus thérapeutiques. Le romarin, toutes les herbes aromatiques. Hein, je fais toujours la différence, comme tout à l'heure, entre les herbes fraîches et les herbes aromatiques, qui pour moi sont deux choses bien différentes. Mais pour les herbes aromatiques, toutes ont une vertu médicinale. Alors, je ne suis pas expert là-dedans. Je sais que la sauge a des vertus apaisantes, pas voir aussi le romarin des vertus désinfectantes, je crois. Enfin bref, il faut regarder tout ça parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais si vous êtes intéressé par ça, vous allez me dire, mais comment on trouve ? Il suffit d'aller en l'an 800 après Jésus-Christ. Il y avait un monsieur assez dingue qui avait une grande barbe. Il a inventé l'école. Il n'était pas très cool pour ça. C'était Charlemagne. Il régnait sur l'Europe entière, l'empereur. Hein. Et en l'an 800 après Jésus-Christ, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans son royaume. C'est qu'il y avait tous ces savoirs comme ça qui commençaient un peu à être un peu partir dans tous les sens. On ne savait pas trop où on était. Il avait compris lui aussi que l'alimentation était très importante et l'hygiène. Donc, fort de tout ça, il s'est dit, mais il faut rassembler ça. Et il avait ordonné qu'en son empire, il y ait partout le capitulaire de Vilis qui soit appliqué. Le capitulaire de Vilis, c'est quoi ? C'est un recueil. Alors, le capitulaire, si tu veux, c'est un recueil de lois, mais c'est un truc, un pavé. Hein. Et il y a plusieurs chapitres qui ont été... Tout ça, ça a été écrit par un script qui s'appelle Vilis, d'où le capitulaire de Vilis. Et pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire les végétaux, c'est-à-dire les légumes, les fruits et les herbes aromatiques et herbes fraîches, il y a pour tous ces végétaux les vertus, certes gastronomiques, qui nous intéressent, qui m'intéressent moi en tant que cuisinier. C'est comme ça qu'en grattant, j'ai découvert ce capitulaire de Vilis, mais j'ai été surpris et admiratif de voir que chaque végétal avait des vertus médicinales. Et ça, c'est important de le signaler et c'est surtout important de se le réapproprier parce que le corps humain est prêt à accepter ce genre de choses. Il ne faut pas tomber dans l'intégrisme en disant ah, « je ne prends plus de médicaments, je ne vais plus chez le médecin ». C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il faut juste faire un petit peu attention et éviter d'avoir des armoires pleines de médicaments comme pouvait avoir ma grand-mère et peut-être se dire « mais si je mangeais un peu plus sainement, en équilibrant, en resacralisant mon alimentation, peut-être que je serais en meilleure santé. En tout cas, c'est sûr, vous ne serez pas en moins bonne santé. Ça, c'est une évidence. Si ça vous intéresse, à Saillon, en Valais, il y a le bourg, il y a les bains de Saillon, c'est super, on va se baigner dans l'eau et tout. Mais il y a le bourg de Saillon juste au-dessus, et au bourg de Saillon, il y a une toute petite église toute blanche qui est juste magnifique, toute chouquinette. Et autour de cette église, à une époque, je pense que maintenant ça doit être abouti, j'espère, ils avaient essayé de replanter tous les capitulaires de Vilis. C'est vraiment un voyage magnifique à faire. Le Valais, c'est toujours une belle région à découvrir. Et puis, surtout, il y a cet intérêt pour la gastronomie. Le Valais, je dois quand même leur tirer mon chapeau, parce que depuis quelques années, l'éducation au goût, c'est quand même quelque chose qui les titille et pour laquelle ils se rendent compte qu'on a quand même un devoir au niveau de la transmission intergénérationnelle. On doit quand même se veiller à bien passer les bonnes informations aux jeunes et pas leur dire « ouais, on va se faire un kebab ou un fast-food ». Je ne donnerai pas les marques, bien sûr. C'est bien de temps en temps, il faut de tout pour faire un monde, mais attention, il ne faut pas que ça devienne de la mono-alimentation parce que là, on part dans le mur vraiment fortement, je me répète. Toi qui as des enfants, tu penses que tu leur as transmis un peu ce... Ouais, alors j'ai des enfants qui sont devenus des jeunes adultes. Hein. Je crois que la dernière, elle a 27 ans. Et moi, je pense, ouais, parce que... Je crois que la date... Mais oui, je pense leur avoir transmis des valeurs. Je sais qu'ils ne voulaient plus aller dans ces grandes marques de fast-food avec moi parce que je n'aurais jamais interdit. Hein. J'aurais dit, vous voulez y aller ? On y va. Mais c'était une fois de temps en temps, de très temps en temps, j'ai envie de dire. Et puis, ils ne voulaient plus y aller à la fin parce qu'ils disaient que je les saoulais parce que dès qu'ils mangeaient un truc, je leur expliquais avec quoi c'était fait. Donc, autant dire que... Ça va vite couper l'envie. Ouais. Mais oui, l'éducation au goût, moi je pense qu'avec mon épouse, on a fait notre part. Ouais. On a
Je pense qu'on a réussi à passer le truc parce que ce sont 3 épicuriens, ils aiment bien manger et puis j'espère qu'ils transmettront plus loin parce que c'est leur mission maintenant. Bien sûr, et je pense que ce job-là, tu le prends aussi encore à un niveau supérieur, hein, parce que tu as aussi un spectacle où tu parles de l'alimentation, tu parles de notre rapport à l'alimentation actuelle, de comment ça se passe et comment ça avance. Tu repars bientôt en tournée d'ailleurs. Alors à la rentrée, dès septembre, j'ai pas un spectacle, j'en ai 2. Ouais, 2 en même temps. J'en ai 2 en même temps qui ressortent. Alors j'en ai un qui tourne depuis quelques temps, mais que Noël Antonini a eu la gentillesse de me remettre de relifter au niveau du texte, et puis il est en train de me mettre en scène. Alors j'ai une pression pas possible, je t'explique pas. Mais où là, c'est Bon Appétit, 3 points de suspension, c'est une satire un peu. C'est un constat humoristique. L'idée, c'est de pas culpabiliser. Moi, je suis enseignant. Je sais que si on veut enseigner et passer des infos, il faut surtout pas culpabiliser les gens, mais il faut juste un peu titiller leur curiosité. Je me moque de moi, hein. J'explique tellement de nos travers alimentaires que ça en est presque risible. Et puis, histoire c'est de passer un moment. Donc ça, c'est Bon Appétit, 3 points de suspension. J'insiste sur les 3 points de suspension. Et puis, un deuxième spectacle qu'on a commencé à lancer avec Nathalie Devanté, qu'on ne présente plus. C'est une humoriste du Gros de Vaud, une vaudoise très connue, et qui s'appelle Le Chef, c'est moi. Non, c'est moi. Où c'est un spectacle qui tourne beaucoup autour du vin, parce qu'on s'est dit avec Nathalie, ce serait bien d'aider nos vignerons. Hein. Ils sont pas à la fête, nos vignerons aussi. Hein. Il y a une concurrence qui est de plus en plus acharnée. On le voit tous les soirs en regardant les publicités à la télé où tu vois du vin d'Afrique du Sud à 4 francs 95 la bouteille, d'Afrique du Sud. Hein. 4 francs 95 la bouteille, tu te dis, mais le paysan, le vigneron qui a fait ce vin, en fait, pour qu'elle soit à 4 francs 95 dans le commerce, il a peut-être pas dû la vendre très cher, sa bouteille, au grossiste qui est venu la chercher. Je me demande même qu'il n'a pas payé pour qu'il la prenne, quoi. Donc, méfions-nous quand on achète ce genre de breuvage, qui n'est pas forcément mauvais, c'est des bons vins qu'ils ont. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème éthique, quelque part, en faisant ça? Parce qu'on entretient une sorte d'esclavagisme moderne. Et je pense que ce vin-là, il doit être meilleur chez le vigneron, dans son pays à lui. Il faut faire attention à ce genre de choses. Voilà. Donc, on a lancé ce spectacle qui s'appelle Le Chef, c'est moi, non, c'est moi, où Nathalie Devanté règle ses comptes avec la gente masculine, hein, en comparant les hommes à des cépages. Franchement, c'est très, très bien écrit. Okay. C'est drôle. Et puis, moi, je fais un petit traçage historique. Je me plais de plus en plus à découvrir la mythologie grecque. Je sais pas ce qu'ils fumaient, les gars, les sages qui ont créé la mythologie grecque, mais franchement, c'était de la bonne. Hein. Parce qu'ils sont complètement bonnes perchés. Épices, ça. Voilà, je pense qu'ils devaient les fumer, mais sans les torréfier. Hein. Mais franchement, c'est du bonheur. Donc moi, je parle d'histoire du vin à travers les âges, un peu d'histoire de la gastronomie, et puis moi aussi, à la fin, elle prend quand même sa petite cartouche, Nathalie. Oui, c'est normal. C'est de bonne guerre. On va pas se laisser marcher sur les pieds trop longtemps non plus. Pas déconner. Moi, je voulais te parler, revenir un petit peu sur notre sujet principal, qui est les épices. Je suis allé un peu chercher les sujets d'actualité qu'on avait autour de ça. La première sur laquelle je suis tombé, c'est qu'il y a des salmonelles et des substances toxiques qui ont été détectées dans du piment et de la noix de muscade, dans des épices d'une marque dont on ne citera pas le nom. Mais qui est vendu en grande surface ici, à la Coop, à la Migros, etc. C'est important, de nos jours, de vraiment avoir un contrôle sur ce qu'on consomme, tu penses? Bien sûr que oui. Mais bien sûr que non. Je veux dire, on dit qu'il y a de la salmonelle. C'est de la salmonelle, hein, dont salmonelle, ouais. Salmonelle, en général, c'est quand même une bactérie qui est censée vivre sur des supports protéinés. Je vois pas comment une salmonelle peut vivre très très longtemps. Après, oui, s'ils l'ont trouvé, c'est que ça existe. La salmonelle, c'est pas très bon pour l'organisme. Ça peut vous provoquer une salmonellose. Hein. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de trop aseptiser notre alimentation ? Je suis pas en train de vous dire qu'une bonne diarrhée, ça fait du bien, mais je veux dire par là qu'à un moment, il faut aussi faire ses anticorps. Il faut aussi vivre normalement et pas commencer à devenir psychopathe et complètement stressé par rapport à quelques salmonelles qu'on peut trouver. Acheter de la bonne marchandise. Tu parlais de cette marque, je n'ose même pas imaginer de quelle marque il s'agit, on va pas le dire à l'antenne, mais acheter des bons produits. On a tous, mais moi j'hallucine, tu parlais tout à l'heure quand tu vas chez les gens, de se dire qu'ils ont des épices, la petite boîte, machin. Le nombre de petites boîtes qu'ils ont, les gens. À croire que c'est un concours chez les gens. Bah moi, le premier truc que je vous invite à faire, si vous faites partie des gens qui ont ces 60 capsules en verre rangées dans le placard depuis je sais pas combien de temps, c'est de contrôler les dates de consommation parce que vous allez tomber par terre. Alors, vraiment. C'est des dates de consommation
d'utilisation optimale. Elles sont pas bonnes à manger, elles seront juste oxydées, elles seront juste rances pour certaines. S'il y a de l'eau dedans, enfin bref, contrôlez ça, mais surtout faites du ménage. Ça vous prend une place. Combien de fois on utilise ça? On en a des kilomètres. Bah oui. Je parle de ces petites épices dans les petites boîtes métalliques. Là, ça n'a pas de sens d'acheter ça. Pourquoi on achète ça? Pourquoi pas se faire ramener des épices ou ramener soi-même des épices lorsqu'on va en voyage, en vacances à d'autres endroits? Ou même, il y a plein de vendeurs spécialisés qui sont dans l'épice, qui sauront même vous conseiller Exactement. Il y en a des très très bons. Et on a de la chance. Alors, je connais pas les autres cantons romans, mais dans le canton de Vaud, on a vraiment 2 ou 3 pointures. Bien sûr, bien sûr. Et même, j'ai envie d'aller plus loin. Comme on vous a parlé de l'utilisation médicinale, culinaire, etc., de toutes les applications qu'on peut avoir avec les épices, je suis sûr que des gens comme ça, des gens spécialisés, ils pourront vous aider. Si vous arrivez vers lui et que vous dites là j'ai un problème de transit ou de quoi que ce soit, il va vous recommander telle ou telle épice. Et franchement, c'est tout du naturel et ça, je dis pas que c'est mieux qu'un médicament générique. Je dis pas que ce sera mieux, mais au moins c'est naturel. Voilà, c'est naturel. On fait marcher le commerce, on participe ensemble à arriver à mieux, quoi, tout simplement. Pour ceux qui nous écoutent là, qui doivent se dire alors il est gentil, il nous dit qu'il y a des gens qui sont bien. Le monde des épices à Payerne. Allez chez Patrick Rossier et sa femme, ils sont incroyables. Bien sûr. Et ils sont des dieux, vraiment. Ce sont des gens, vous savez, ça ne trompe pas ce sont des gens qui voyagent, qui vont chercher eux-mêmes les épices. Ils ne vont pas chez des grossistes. Là, il y a un signe. Allez les découvrir. C'est des gens extraordinaires au niveau humain. Ils vont vous faire voyager. Vous n'aurez pas besoin de prendre l'avion pour la Payerne. Quoi qu'il y a un aéroport. Il y a un aéroport. Il y a les Gripen. Il y a les Gripen. Le deuxième point, c'était que selon une étude américaine, on devrait manger beaucoup plus épicé. Une étude menée à l'université de l'État de Pennsylvanie a permis de déterminer l'impact des épices et des herbes sur le micro-organisme intestinal. Bien sûr. Les résultats ont montré que le groupe de contrôle qui pouvait épicer ses repas présentait une plus grande diversité bactérienne que l'autre. Cela suggère que les ingrédients sont des prébiotiques naturels qui nourrissent les bactéries intestinales saines. Voilà. On revient à ce qu'on disait. Tout est dit, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on se soigne par son alimentation, clairement. Ouais. Alors après, moi, je suis pas médecin, je suis encore moins spécialisé dans le système digestif au niveau de ces choses-là, mais on a besoin de tout ça. Donc oui, ça m'étonne pas et bravo. Mais encore une fois, c'est historique. C'est que depuis la nuit des temps, on se soigne comme ça. On se soigne avec l'alimentation, on se soigne avec des herbes, on se soigne avec des plantes, on se soigne avec de l'épice, tout simplement. Ensuite, j'avais relevé que nous avons en ce moment 3 épices tendances, la plupart pour perdre du poids, mais j'aimerais ton avis sur chacune, parce qu'il y en a une, comme je vous ai dit avant, un peu plus tôt, le curcuma. Le curcuma, on en entend parler à toutes les sauces, le antioxydant, apparemment c'est le miracle sur Terre. Quel est ton avis ? Alors, mon avis, c'est que c'est vrai. Okay. C'est vrai, c'est très bon pour les gens qui ont des maladies de longue durée, qu'on appelle pudiquement ainsi. Maintenant, moi, je suis pas un médecin et je veux pas devenir un gourou. C'est-à-dire que je laisse aux médecins faire leur travail de médecine et moi, je reste dans ma cuisine. C'est pas une épice que j'apprécie énormément dans la cuisine parce qu'elle colore beaucoup trop. Ça peut vite devenir envahissant et même au niveau du goût. Mais oui, il y a des antioxydants dedans. Il faut pas le nier. Tout le monde le dit, donc si tout le monde le dit, je pense que c'est bon. Même les médecins le disent, mais clairement, ça ne va pas remplacer, ça ne va pas vous guérir d'une maladie dite longue durée, mais ça peut être un soutien non négligeable, appréciable en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir une surutilisation du produit ? Genre, est-ce que le fait de trop mettre de curcuma, peut-être que ça peut dérégler quelque chose ? Est-ce qu'il faut faire attention à ça, les dosages et tout ? Ouais. Au niveau de la santé, je pense pas. Après, tu sais, t'es vite dégoûté quand même, quand t'as mangé 3 cuillères à soupe d'affilée de curcuma pur. Je pense que t'en as marre. J'exagère, bien sûr. Je grossis le trait, mais non, je pense pas qu'au niveau de la santé, ça peut être ultra mauvais si elle est si bonne que ça. Après, les épices, n'oublions pas que c'est pas quelque chose de stérile. On l'a vu avant. T'en as parlé avec ces salmonelles. Ça peut aussi apporter d'autres choses. Donc, faire attention. Je pense que là, à ce moment-là, il faut parler à des spécialistes qui sont des médecins. C'est pas des cuisiniers. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que les médecins sont pas des très très bons cuisiniers. Tiens, ceux qui m'écoutent, vous avez qu'à m'inviter à me faire bien manger une fois. Ça changera. Et puis, mais ils ont le savoir à ce niveau-là. Il faut leur laisser ça. Et puis, voilà. Alors moi, j'irais plus loin. Je proposerais un médecin qui fait à manger pour Philou et Philou qui soigne un médecin, par exemple. Ah, mais là, il faudrait vraiment que...
la personne soit désespérée. Non, mais pour conclure avec ta question, je pense que oui, à une certaine dose, c'est comme tout, ça doit être toxique. Ouais. Ok. Les 2 autres épices que j'avais qui étaient notées, c'était la cannelle, tu vois, comme quoi j'avais mis le doigt dessus, et puis le gingembre aussi beaucoup. Gingembre que j'apprécie énormément, mais bizarrement, je le mets pas dans la catégorie des épices, même si ça en fait partie, tu vois. Mais je préfère une utilisation directe, tu vois, d'utiliser la racine de gingembre. On enlève la peau, on l'utilise, on la fait mariner, on la fait... comment t'appellerais de la mettre dans une boisson qu'elle tire... Infusé. Infusé, merci. Pour ça que c'était ça. Ok. Mais toi, t'en penses quoi, typiquement? Alors, moi, je pense que oui, la manière d'utiliser les épices, c'est la plus simple. C'est surtout celle qui nous parle le plus. Je veux dire, si t'as quelqu'un qui me dit « Ouais, non, mais moi, j'ai fait un truc de dingue, j'ai fait torréfier mon gingembre, je sais pas comment d'ailleurs, et j'ai mis ça dans un pâté en croûte, j'ai mis ça à tant de degrés. » Je dis « Mais tant mieux, mais mon Dieu. » Mais je me dis, il est pas en train de... Quand il fait ça, il est pas en train de regarder Les Princes de l'amour à New York avec les Marseillais, tu vois. Je me dis, en un de sauvé au moins, sur cette planète. Mais voilà, après, il faut utiliser selon ses propres envies, il faut rester modeste, il faut rester humble. Mais ce qui m'amuse le plus dans tout ça, c'est que la plupart des épices qu'on voit, en fait, me font penser à un spectacle que j'avais écrit, que j'ai joué que 2 fois d'ailleurs. C'est assez bizarre parce que je trouve que ce spectacle avait sa valeur ajoutée. Ce spectacle s'appelait A, ou l'histoire des aliments aphrodisiaques au fil des pages. C'est-à-dire qu'on était 2 sur scène, il y avait une nana, une comédienne vocale qui s'appelait Apolline, qui avait une voix... faire tomber toute mâchoire masculine jusqu'au sol. Non, vraiment, elle avait une voix très, très sensuelle. C'était une personne magnifique, une belle âme en plus. Et puis on avait pris un texte d'un livre qui s'appelle À 2 doigts. C'est un livre qui a été écrit par Yasmine Char, qui est la directrice du théâtre de l'Octogone à Puy. Et c'est un livre érotique. Et puis, il y avait des scènes, bien sûr. C'était un livre érotique. Il y avait des scènes. Je crois qu'il y avait à peu près une dizaine de scènes dans le livre. Et on avait lu ces 10 scènes. Mais dans chacune de ces scènes, on avait ajouté une épice. Et moi, je donnais la solution. Est-ce que c'était vraiment un aliment aphrodisiaque ou pas? Et c'est marrant parce que beaucoup de gens se posent la question, parce que c'est le moment de parler de ça. Je crois qu'il est plus de 22 heures. Les enfants sont au lit. Et dans toute émission, la seconde partie doit être quand même un peu plus crunchy que la première. Un peu olé olé. Et en fait, c'est amusant de se rendre compte que la plupart des épices ont des vertus soi-disant aphrodisiaque. Et alors, tout le monde dit « Ah, bah dis donc, ça c'est aphrodisiaque. Ouh là là, on m'a déjà dit ça. » Mais en fait, personne ne s'est jamais véritablement posé la question à savoir si c'est vrai ou pas. Ok. Et moi, je sais. Et venez voir mon spectacle. Non, je joue plus. Quel teasing. Non, je joue plus. Donc si vous voulez qu'on le remonte. Faut trouver un manager, des fonds. Il y a un lien pour vous donner de l'argent. Mais pour dire que oui, la plupart des... Alors non, oui et non. Le gingembre a des propriétés vasodilatatrices. Ah ouais, quand même. Donc ça veut dire que... C'est technique. Si, oui, le gingembre est aphrodisiaque, mais enfin, il faut quand même vous en manger 10-15 kilos par jour avant que ça fasse effet. Okay. Le clou de girofle a des vertus aphrodisiaques. En même temps, quand tu vois sa forme avec cette longue tige et un petit bourron au bout, tu peux imaginer que ça peut être un symbole de... La cannelle dont tu parlais, le bâton de cannelle aussi a des vertus aphrodisiaques. Enfin, il y en a toute une ribambelle comme ça, comme le piment. Hein, alors, qui lui est un excitant. Ouais. Donc comme tout excitant peut avoir aussi des vertus aphrodisiaques, on parle du chocolat aussi. Mais le chocolat, c'est marrant parce qu'il a souvent été travesti à cause des épices, justement. Parce que le chocolat, c'est toujours bu très très épicé. Depuis chez les Aztèques, d'où il vient, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à Madame de Pompadour. On buvait chocolat très très épicé. Parce que c'est pour ça qu'on lui prêtait des vertus aphrodisiaques, parce qu'il échauffait l'essence. Les 4 humeurs, ne l'oublions pas. Chaud, froid, tiède, humide et sec. Okay. Tout ça, ça dure, ça nous suit comme ça. C'est un peu dans les oubliettes, là. On n'a pas l'impression que c'est resté sur le bord de la route, mais c'est toujours sur le bord de la route. C'est toujours là. Il faut juste aller chercher et puis remettre le nez dedans. Eh ben, écoute, je pense qu'il y a matière à faire un épisode sur le... sur le chocolat. sur les éléments aphrodisiaques. Alors, tu vois, ce qui est fou, c'est qu'on fait toute cette construction pour arriver à ce point. Ce point-là précis. Tu sais, il y a 2 choses qui font marcher le monde. Hein. C'est le fric et... Non, je rigole. Encore une fois, venez voir le spectacle.
Ok, bon, je pense qu'on a quand même pas mal parcouru le sujet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on développe un peu plus ce sujet, si vous voulez qu'on parle d'une épice en particulier ou quoi que ce soit. Vraiment, n'hésitez pas. Je pense qu'on va clôturer cet épisode là-dessus. Merci encore beaucoup, Philou. Merci On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. On vous fait des becs. Ciao.